parle de réunion secrète, de réunion clandestine autour de vous. Et toutes ces personnes citées, que ce soit, à commencer par Aspa, qui serait le propagandiste dans cette affaire, ensuite les financiers, Robert Diop, qui serait bien le directeur du PMU, Suleiman Kansaï, qui est le receveur du pouvoir du district, Mohamed Kouni, qui est trésorier du général, et Kaki Boutal, qui est directeur adjoint de la GECO, qui seraient les financiers de cette affaire, n'ont jamais tenu aucune réunion autour du docteur Boucissé. Aucune de ces personnes ne se sont rencontrées dans un passé récent. Le docteur Boucissé, comme vous le savez, après le coup d'État du 18 août, a passé 52 jours après sa libération. Sékou Traoré, qui était son chef de cabinet, lui a rendu une visite de courtoisie comme bien d'autres. À part ça, il n'a jamais rencontré Boucissé ni tenu de réunion avec lui. Les autres n'en parlent pas. Kaki Boutal, c'est le demi-frère de Boubou, ils sont de même mère. Va-t-on reprocher à Kaki Boutal de rencontrer son frère? L'enquête préliminaire entreprise dit que par acquis de conscience, Kaki Boutal dit être le frère de Boubou. Il ne dit pas être, il est le frère de Boubou. Comme Léo Makital, Kaki Boutal, ce sont les demi-frères de Boubou Cissé qui ont la même mère. Rasbat, depuis que Boubou était ministre des Finances, Rasbat l'a fait contacter pour deux dossiers, ils ne se sont jamais vus. Depuis le 18 août, il n'a jamais rencontré Rasbat, il ne lui a jamais parlé au téléphone. A fortiori le financier. Concernant le docteur Boubou Cissé, il n'y a absolument rien dans le dossier que nous avons. On lui reproche simplement d'avoir une ambition présidentielle qu'il n'a d'ailleurs partagée avec personne. L'aurait-il fait que cela ne serait pas criminel à mon avis. On lui reproche d'avoir comme cerveau intellectuel de ce projet Sékou Traoré, qui était jusqu'à hier le secrétaire général de la présidence de la République. Et quelle fait reprochons à Sékou Traoré? 3 ou 4 faits. Son conseil là, à mon côté, c'est celui qui va peut-être en parler. On lui reproche d'avoir consulté un puissant marabout à Sékou, Lassana Kane. Par le fait que tous les coups d'État commencent chez les marabouts. Je ne sais rien, il faudrait poser la question aux spécialistes des coups d'État, je n'en ai jamais fait, je n'en ai jamais été complice. Il faudrait demander ça au marabout. C'est curieux, effectivement, on ne l'a pas interrogé ce marabout. Mais il est connu, c'est un Lassana Kane. Sékou Traoré l'aurait consulté. Alors, je vous apprends que Lassana Kane est l'oncle de Sékou Traoré. La petite sœur du père de Sékou, sa petite sœur, même père, même mère, est l'épouse de Lassana Kane, ce fameux marabout à Sékou. Et depuis des années, Sékou Traoré se rend aux Ziara de Lassana Kane, son oncle. Et là, depuis qu'il a été nommé secrétaire général adjoint, ensuite secrétaire général de la présidence, il n'a jamais été voir Lassana Kane. Il a été lors du dernier Mawlud à la naissance du prophète. Cela suffirait-il pour constituer un élément de complot contre le gouvernement, le fait d'aller rendre visite à son nom? Et encore, il ne l'a pas fait. On lui reproche d'avoir introduit des biens de sacrifices rituels au palais. Il n'y a aucun élément précis
concret n'est fourni à l'appui de cette affirmation. Ensuite, on lui reproche d'avoir désorganisé l'agenda du président en faisant un barrage entre le président et certaines personnes qui auraient sollicité de rencontrer le président et le secrétaire général aurait fait entrave à ces rencontres, ce qui serait des éléments de déstabilisation du président et de la transition. Alors, je vous apprends tout simplement que l'agenda du président est fait par le directeur de cabinet et non pas par le secrétaire général de pour avoir été conseiller spécial à la présidente de la République. Si le procureur ne le sait pas, on ne peut pas lui en tenir rigueur. Mais l'organigramme de la présidence est quand même un acte public qui est connu et qui aurait dû être consulté avant d'affirmer n'importe quoi. Ce n'est pas le secrétaire général qui fait l'agenda du président de la République. Ensuite, il est reproché d'avoir fourni des informations sur des initiatives du président de la transition, d'avoir fourni des informations sur ces initiatives à l'ASPAD. Et bien là également, c'est pour être formel, il n'a jamais contacté l'ASPAD, ni physiquement, ni téléphoniquement. Et il ne sort aucun élément du dossier pour corroborer ces affirmations. Voilà donc les indices graves, concordants, reprochés au secrétaire général de la présidence et qui seraient constitutifs de complot contre l'État. Il faut bien croire que la transition est très fragile pour qu'on puisse la déstabiliser avec si peu d'éléments. Les autres financiers, Vidal Top, qui est directeur du PMU, Kone, Kansai, qui sont du Trésor et des services du payeur du district, et Hadi Boutal, qui est le frère, comme je l'ai dit, de Boutal, ou Cissé, et qui est directeur adjoint de l'AGFO, seraient les financiers de ce complot. Et ils auraient mobilisé, c'est ce qui ressort de l'histoire que vous avez comme moi, ils auraient mobilisé 200 millions distribués entre les syndicats étudiants et les travailleurs. Ils n'auraient aucune trace de ces 200 millions, aucune preuve matérielle de cette remise, ou quand à qui, à quel responsable syndical, quel responsable des mouvements d'agitation, rien, absolument rien. On affirme tout simplement que ces gens ont réuni une prime d'adhésion. Je ne sais pas ce que ça veut dire, une prime d'adhésion de 200 millions. Voilà ce qui est reproché à ces prétendus financiers qui, au passage, n'ont jamais rencontré ces derniers temps le Premier ministre ou Cissé. Jamais. Il n'y a pas eu de rencontre entre ces personnes-là récemment. Enfin, l'ASPAD est connu pour ses émissions radiophoniques. Elles sont assez libres, tout le monde le sait, mais il n'a absolument rien à voir avec OCC. Ni maintenant, ni dans un passé plus lointain. L'ASPAD le dit, il n'a même pas rencontré directement, il a demandé des informations sur le paiement de la dette intérieure du vous était Premier des Finances avant d'être Premier ministre. Ces rapports remontent à ce moment-là, il y a donc 3 ou 4 ans. Il n'y a jamais eu de rapport entre vous et l'ASPAD. Voilà donc, résumé, je vais passer la parole à mes confrères qui ont des compléments à apporter. Je répète encore, l'information n'a pas commencé, donc on ne peut pas reprocher à qui que ce soit d'avoir violé les secrets de l'information. Le réquisitoire qui est sur tous les réseaux sociaux, qui est partagé par le monde entier, qui n'est pas une œuvre dont on peut être particulièrement fier,
Mais il faut demander à son auteur qui est à la base de sa diffusion. Ce n'est pas nous. On se contente d'en prendre acte et pour la défense de nos clients, nous avons parfaitement le droit de commenter ce rapport, ce réquisitoire. Nous aurons à le faire encore dans d'autres endroits, mais là, franchement, nous en appelons à l'opinion internationale, l'opinion nationale. Il y va de l'honneur de la justice malienne, il y va de l'honneur de tous les Maliens, il y va de l'honneur de la transition, des autorités de la transition, il y va du respect des droits de l'homme dans notre pays, où des hommes et des femmes se sont battus, ont donné leur vie, ont donné leur liberté, ont sacrifié tout pour que nous ayons la garantie du respect de ces libertés fondamentales qui ne méritent pas d'être maltraitées de cette façon dans notre pays. Moi, je vous dis, j'ai mal que des confrères de Paris se déplacent pour venir nous aider dans ce travail-là aujourd'hui de rétablissement des droits de l'homme dans notre pays, alors que ce pays était l'exemple. Le Mali, j'en étais fier. On a, dans toutes les instances, dans toutes les forats africaines, le Mali était donné un exemple pour le respect des droits de l'homme, pour la démocratie qui s'est installée dans notre pays depuis 1992. Hier, en allant au tribunal de la commune 3, j'ai dit à ce jeune juge qui a le dossier que ça me rappelle les années 91 où j'ai suivi le bâtonnier Demba Diallo dans ces mêmes locaux. Il n'est pas là aujourd'hui, Demba Diallo, mais que de chemin parcouru, que de sacrifices du parent malien pour qu'on puisse respecter les droits de l'homme, les droits de la défense, la présomption d'innocence. Aujourd'hui, on jette en pâture des hommes qui sont des jeunes comme vous, des cadres maliens, voilà, qu'on met en prison sans absolument aucun élément puisse justifier un complot quelconque. Si la fréquentation des marabouts ou des sacrifices rituels peut constituer un coup d'État, franchement, j'ai peur pour moi-même et j'ai peur pour le peuple. Je passe la parole à Marcel Sekaldi, ensuite à Eric Boutet et à Toué pour compléter mes propos avant de répondre à vos questions. Je vous remercie. Merci, monsieur le bâtonnier. Permettez-moi tout d'abord de saluer les Maliennes et les Maliens qui appartiennent à une nation qui a une... Marcel, viens par là. Viens là. Je viens là. Il va se déplacer par là, c'est plus simple. Je ne voulais pas faire déplacer le bâtonnier. Ah, voyons. Oui. Voilà. C'est bon? Bien. Donc je vous disais que je voulais d'abord saluer les Maliennes et les Maliens qui appartiennent à un État et à une nation qui a une grande histoire et dont ils peuvent être fiers. Monsieur le bâtonnier Tapo vous a exposé les circonstances de ce dossier. Nous vous disons qu'il n'y a rien dans la procédure qui permette de fonder les poursuites qui ont été engagées. Alors vous allez nous dire, c'est normal, vous êtes avocat, vous défendez vos clients, alors vous n'allez pas dire que ce qui leur est reproché est fondé. Eh bien moi je vais vous dire, c'est la première fois dans ma carrière que j'ai pu avoir connaissance d'un dossier de cette nature. Ce dossier est scandaleux. Ce qu'il met en cause, c'est pas le seulement aujourd'hui la situation des personnes mises en examen et incarcérées, ce qui est en cause in fine dans cette procédure. Demain, ce sont les droits et les libertés garantis de tous les citoyens maliens. Et je vais vous dire, en ce qui me concerne,
cette procédure, dans les temps actuels, elle ne m'étonne pas. Et je vais vous dire pourquoi. J'ai fait un retour sur la Constitution du Mali du 25 février 1992. Elle n'est que suspendue. C'est l'acte fondamental du Mali qui édicte un certain nombre de principes qui sont ceux de l'état de droit et qui sont les principes reconnus par la communauté internationale des États. Lorsque vous lisez cette Constitution, et vous avez raison, monsieur le bâtonnier, vous avez des avancées extraordinaires sur le droit des personnes. Le Mali était bien en avance, par exemple, sur la législation française, puisqu'avant même que la loi soit adoptée en France, 10 années auparavant, dans la Constitution du Mali, le titre premier des droits et des devoirs de la personne humaine, il était indiqué que l'avocat devait être présent lors de la garde à vue de son client. Il était indiqué, ce qui n'est pas le cas en France, que même dans le cadre d'une enquête préliminaire, une personne entendue doit être assistée de son avocat. Et vous avez l'article 10 de cette Constitution. Que dit-il ? Toute personne faisant l'objet d'une mesure privative de liberté a le droit de se faire examiner par un médecin de son choix. Nul ne peut être détenu pendant une durée supérieure à 48 heures que par une décision motivée d'un magistrat de l'ordre judiciaire. Et puis, je me suis penché sur l'acte fondamental du 24 août 2020. Je vous demande de vous reporter à ces textes. Ils sont disponibles. Sous le titre 1 des droits et devoirs de la personne humaine, vous avez les articles, c'est une reprise très exacte des articles de la Constitution malienne qui traitent des mêmes questions, sous le même titre, le titre premier. Et vous avez l'article 10. Que dit l'article 10 de l'acte fondamental ? Toute personne faisant l'objet d'une mesure privative de liberté a le droit de se faire examiner par un médecin de son choix, très exactement le texte de l'article 10, premier alinéa de la Constitution. Nul ne peut être détenu dans un établissement pénitentiaire que sur mandat délivré par un magistrat de l'ordre judiciaire, mais c'est l'alinéa 3 de l'article 10 de la Constitution. Nul ne peut être détenu dans un établissement pénitentiaire que sur mandat délivré par un magistrat de l'ordre judiciaire, sauf que dans l'acte fondamental du 24 août, l'alinéa 2 de la Constitution, nul ne peut être détenu pendant une durée supérieure à 48 heures que par décision motivée d'un magistrat de l'ordre judiciaire, a disparu. Ça signifie que les services de la sécurité d'État, que les services de police, pour des motifs qui seraient par exemple dus à l'urgence d'une situation réelle ou supposée, peuvent garder dans leurs locaux, au-delà d'une durée de 48 heures, n'importe quel Malien. Vous, monsieur le bâtonnier, mon cher confrère, vous, journaliste, sans que cette personne ait accès à un avocat, sans que cette personne ait accès avec le monde extérieur. Donc ça ne m'étonne pas, monsieur le bâtonnier, cette procédure. Elle était inscrite dans ce texte. Cette manière de faire et de procéder, elle était là déjà. Alors il ne faut pas s'étonner que les gens soient arrêtés par la sécurité d'État
gardé au secret durant 8 jours, transféré ensuite à l'autorité judiciaire, à qui on laisse le soin, à qui on confie la tâche de les placer en détention dans un établissement pénitentiaire. Mais en amont, le secret, la mise au secret, l'absence de relation avec avocats, membres de la famille, médecins, ne se trouve pas dans l'acte fondamental. Or, je dis que ceux qui ont rendu cet acte en violation de la Constitution et de son article 10 sont ceux qui instrumentalisent ou qui peuvent instrumentaliser ces procédures. Et c'est la raison pour laquelle je vous dis et je vous répète que ce qui est en cause, ce n'est pas le sort de ces 5 personnes. Allez, après tout, l'affaire judiciaire, 5 personnes en détention, bon, c'est ça, c'est la vie judiciaire. La justice n'est pas parfaite, elle ne peut pas être parfaite d'ailleurs, parce que les œuvres humaines, c'est pas bien grave. Non, ce qui est grave, c'est que la procédure employée, alors qu'il n'y a rien dans ce dossier, est une atteinte directe, volontaire, aux principes pour lesquels les Maliens se sont battus et ont sacrifié leur vie et leur existence. Alors voyez-vous, je dirais, et ce sera ma conclusion sur ce point, l'impartialité, elle est consubstantielle à la justice. Il ne peut pas avoir de justice qui ne soit pas impartiale. Lorsque l'action politique se mêle de la justice, ne parlons plus de justice, parlons tout simplement d'arbitraire. Alors qu'allons-nous faire? Eh bien, je vais vous dire que nous avons besoin de vous. Parce que vous, journalistes, vous, membres de la presse, vous êtes aussi en cause. Car, et je laisserai la parole sur ce point à mon confrère qui le défend, maintenir en détention Razmat, c'est une atteinte directe à la liberté d'opinion. Demain, est-ce qu'il ne vous sera pas interdit de faire la moindre critique d'une décision gouvernementale au motif que cette critique serait un élément de déstabilisation de la transition? Alors c'est pourquoi je conclurai sur 2 choses. D'abord par une comparaison des situations dont les Maliens devraient bien s'inspirer aujourd'hui. C'est le Burkina Faso. Souvenez-vous, et permettez-moi de vous dire, je pense que le régime du président Compaoré n'avait rien à voir sur le plan de la défense des libertés et de la sécurité avec celui du président Ibeka. Les événements 30 et 31 octobre 2014. 30-31 octobre 2014. Les militaires ont occupé durant 2 semaines, les fonctions de chef de l'État. La charte de transition burkinabé, 13 novembre 2014. 15 jours après les événements. Même organisation. Un président de transition assurant les fonctions de chef d'État, un CNT, vous avez remarqué qu'on n'invente rien, Conseil national de transition, organe législatif de la transition, et un gouvernement de transition. Voulez-vous faire un parallèle? Modification de la loi électorale, 7 avril 2015. Ça, c'est un des impératifs de la transition, sauf erreur de ma part,
que la modification de la loi électorale. Élection présidentielle, 18 mois après, 2 années après, 3 années après, comme le souhaitait l'acte dit fondamental, mais qui n'avait rien de fondamental d'ailleurs, non. Élection présidentielle, moins d'1 an après les événements du 30 et 31 octobre 2014. Élection présidentielle, moins d'1 an après la charte de la transition, 11 octobre 2015. 11 octobre 2015, ce n'est ni 18 mois, ni 2 ans, ni 3 ans. Voilà quelles sont les règles d'une démocratie. Voilà quelles sont les règles d'un État de droit. Une révolution peut être fondée. Une révolution doit avoir des objectifs, mais il y a un objectif dont elle ne peut pas se soustraire. C'est le respect des droits et libertés des citoyens tels qu'ils sont garantis, non pas seulement par les textes internes, mais par l'ensemble des textes internationaux signés par le Mali. Charte universelle des droits de l'homme, Pacte international des droits civils et politiques, statut de la Cour africaine des droits de l'homme. Le Mali a signé tous les protocoles de la CEDEAO. Aujourd'hui, en vertu de la signature du Mali de tous les protocoles de la CEDEAO et de son adhésion à la CEDEAO, dont les décisions de la Cour de justice ont un effet direct sur le territoire malien, chaque Malien peut saisir demain la Cour de justice de la CEDEAO s'il estime que les droits garantis de la personne humaine sont bafoués sur le territoire malien. C'est ça un État de droit. C'est ça la justice. Alors comme nous allons refuser de nous prêter à une palinodie judiciaire. Pour ma part, j'ai dit au juge d'instruction, évitez, monsieur le juge, vous êtes magistrat, donc vous êtes garant des droits et libertés de l'individu, évitez d'être l'otage d'actions politiques que vous ne maîtrisez pas et qui vous seront toujours dissimulées. Mais ce sont des mots. Mais s'il n'y a toujours rien dans ce dossier, nous ne serons pas l'otage de cette palinodie judiciaire. Et je le dis, tout simplement, très simplement, pour que les choses soient claires, ce dossier sera ouvert sur la table. Chacun pourra en prendre connaissance et pourra dire en connaissance de cause si oui ou non ce que nous prétendons, il n'y a rien dans ce dossier, est l'expression de la vérité. Chacun pourra à ce moment-là, en prenant connaissance du dossier, en connaissance de cause, pourra dire que les poursuites qui sont engagées ne reposent sur rien. C'est ma conclusion ultime, et c'est pour cela que nous aurons besoin de vous, parce que, avec votre aide, nous avons la certitude que les droits élémentaires de la personne au Mali, aujourd'hui comme hier, seront toujours préservés. Merci Marcel. Eric, à toi. Merci. Merci. C'est bon? C'est bon pour vous, merci. Merci, monsieur le bâtonnier Tapo, de cette invitation et de cet honneur que vous nous faites à Marcel et à moi de venir, non pas vous aider, parce que je crois que, vu le talent que vous venez d'exprimer,
aujourd'hui vous n'avez pas besoin d'aide, mais plutôt de compléter, de donner un éclairage et peut-être d'aider le dossier aussi à sortir de la seule ornière malienne et de voyager un petit peu vers d'autres contrées politiques ou judiciaires. Vous avez, M. le bâtonnier Tapeau, exprimé quelque chose qui me semble effectivement frapper au coin du bon sens, à savoir que si on nourrit une ambition présidentielle, on ne s'attaque pas, on ne peut pas s'attaquer à une autorité de transition qui est précisément là pour organiser un scrutin. Et je dirais que cet seul élément de logique absolue souligne toute l'absurdité de ce dossier. Absurdité de ce dossier dans les intentions qui sont prêtées aux différentes personnes mises en cause et absurdité de ce dossier au regard de la qualité, des qualités des personnes mises en cause. J'ai l'honneur, avec mes autres confrères du Mali, d'assister M. Vital Diop, directeur général du Mali, qui est une personne absolument remarquable sur le plan de sa gestion. En tout cas, il n'y a rien qui ait pu lui être reproché. Il est soutenu par toutes les personnes avec lesquelles il travaille. Et c'est un individu qui a un sens aigu de l'État. Et donc cette observation faite s'agissant de M. Cissé et des ambitions qu'il nourrirait, je dirais, irrigue en réalité la totalité des personnes intervenant dans ce dossier, qui sont tous et toutes des personnes qui ont un sens aigu de l'État. Alors dans ce dossier, comme l'a justement souligné Marcel, on est surpris, on est arrivé hier et on a commencé à regarder un petit peu les éléments, on est surpris par l'indigence absolue d'éléments de preuves au regard de l'énormité des accusations qui sont formulées contre nos clients. On a d'abord une enquête de la sécurité d'État, une dénonciation de la sécurité d'État, sans que nous, avocats, ayons pu prendre connaissance de quoi que ce soit s'agissant de cette enquête. Et c'est pourtant cette enquête-là, cet élément-là, qui va être finalement repris, on ne sait pas très bien dans quelles conditions, par le procureur de la République, pour initier une enquête préliminaire et faire poser à travers les policiers désignés un certain nombre de questions à nos clients. Et c'est à travers les questions que nous avons pu découvrir qu'on s'aperçoit en réalité du vide sidéral à l'intérieur de cette procédure. Vous avez, monsieur le bâtonnier, évoqué question de financement s'agissant de rites sacrificiels. On nage dans le délire le plus absolu. Mais si on en revient à des éléments simples de procédure pénale, puisque je rappelle quand même que nos clients sont détenus, ce qui laisserait supposer quand même qu'existeraient contre eux des indices suffisamment graves, suffisamment concordants et précis pour pouvoir exercer à leur encontre des mesures de contrainte aussi violentes que celle de la privation de liberté, qui à ce stade est un piétinement absolu de la présomption d'innocence, dans la mesure où ces personnes qui ont demandé à être confrontées, qui ont demandé à s'exprimer auprès du magistrat instructeur qui prend une décision de contrainte, n'ont pas pu le faire. Et on se rend compte, à travers les questions qui ont été posées, de l'absence totale d'éléments probants. Alors, pour rentrer un petit peu plus dans le détail des incriminations, de ce qui est reproché plus particulièrement à M. Diop, que j'ai l'honneur de représenter, on le met en avant comme étant, M. le bâtonnier Tapeau l'a rappelé tout à l'heure, le bras armé, l'élément financier du système. Bien, là pour le coup, on n'est pas sur de l'absurde, on n'est pas sur de l'immatériel, on est sur de la finance.
Et qui dit finance dit expression de flux financiers et documentation permettant de pouvoir tracer, le cas échéant, tout ce qu'on lui reproche, puisque finalement, on l'accuse d'avoir irrigué certaines organisations syndicales. On s'attendrait, à travers les questions posées ou les documents proposés au cours des auditions, à voir apparaître des lieux de remise de fonds, des personnes qui reçoivent ces fonds, des montants précis, parce qu'on jette en pâture comme ça une somme de 2 millions de francs CFA pour somme de tout compte. Enfin, quand même, c'est pas promener dans la rue avec 200 millions de francs CFA pour les donner en une fois à une organisation syndicale, puisque tout cela se serait déroulé depuis plusieurs mois. Il faut quand même qu'on nous démontre qu'il y a eu des réunions. On nous parle de réunions nocturnes et secrètes, mais quand et avec qui et selon quel témoignage? Et ces sorties, ces décaissements du PMU, où est-ce qu'ils se sont exprimés? C'est une organisation qui dispose d'une comptabilité publique. Il est absolument impossible d'échapper à des organismes de contrôle, de gestion de ces fonds-là. Donc il ne suffit pas d'arriver avec une pétition de principe en disant vous avez participé, vous avez libéré 2 millions de francs CFA, il faut quand même qu'on puisse vous dire oui, mais pour qu'au moins on puisse se défendre, et puis qu'au moins on puisse s'exprimer dessus sur tel événement, tel élément, telle personne, tel flux financier. Et comme Marcel vous l'a raconté, à la lecture du dossier, à la lecture des questions qui sont posées par les policiers, on voit que les policiers nagent eux-mêmes dans l'inconnu le plus absolu. Ce sont des répétitions de ce qu'on a bien voulu leur écrire, mais on ne sait pas aller plus loin. C'est-à-dire que quand nos clients poussent les policiers à travers leurs réponses dans leur retranchement, ces policiers sont bien embarrassés pour apporter des éléments de preuve. On reproche à Vital Diop d'avoir communiqué des fonds à M. Rasbat pour organiser cette espèce de bazar médiatique. Vital Diop ne connaît pas M. Rasbat, il ne l'a jamais rencontré. Il le connaît de nom, comme tout le monde, mais il ne l'a jamais rencontré. Lui a-t-on opposé, je ne sais pas, en langage policier, une filature, une rencontre dans un café, dans un restaurant? Rien. Et là, je parle pour Vital Diop. On lui reproche également d'avoir communiqué des fonds à certains individus de la vie civile, à certaines organisations politiques. Voilà. Donc tout ça est une espèce de fatras, de lieux communs, non documentés, et c'est ce qui nous occupe aujourd'hui, puisque nous défendons quand même des personnes qui sont privées de liberté, des personnes avec des enfants, une famille. On nous oppose aujourd'hui une enquête qu'on ne communique pas, des éléments de preuve qui n'existent pas, et un trouble à l'ordre public qu'on n'évoque même quasiment pas, en réalité, dans le dossier. Donc, si vous voulez, tous les critères qui président normalement à la détention, à notre sens, ne sont absolument pas réunis. Et c'est pour ça que de dossiers judiciaires, on glisse évidemment vers l'immatériel, et j'espère pas vers le sacrifice, mais en tout cas vers le politique, ça c'est certain. Aujourd'hui, il y a dans cette affaire un jeu d'ombre, évidemment, qu'il nous faudra à nous aussi décrypter, démontrer pour se défendre et pour comprendre pourquoi on en est arrivé là et pourquoi on a été mis en cause de cette manière en l'absence complète et totale d'éléments probants. Voilà. Donc, je ne vais pas prendre plus de temps que cela. Je voulais insister vraiment auprès de vous sur cette première lecture que nous avons du dossier, ce refus quand même des autorités de s'expliquer
à ce stade sur ces indices graves et concordants qu'on reproche, encore une fois, de manière itérative, extrêmement générale et non documentée à nos clients, qui ont conduit à leur mise en détention. Voilà. Donc je cède la parole. Merci beaucoup. Bonjour mesdames et messieurs de la presse nationale et internationale. Bonjour à tous mes confrères. Je suis Maître Touré Abdourahmane Ben Mamata. Je suis avocat de Sékou Traoré dans le cadre de ce dossier. Et j'ai également une autre qualité, je suis ami de Sékou Traoré depuis qu'on faisait la 6e année, jusqu'à la fin de nos études. Donc j'ai une double lecture de la situation. Et je voudrais, avec votre permission, me donner un tout petit peu de temps pour pouvoir vous expliquer comment cette affaire s'est déroulée en ce qui concerne Sékou Traoré. Vous savez, pour ceux qui connaissent Sékou Traoré, je pense que dans le milieu administratif malien et dans le milieu judiciaire, c'est un homme qui est connu. Il est connu pour deux choses. Il est d'abord connu pour être un homme d'une très grande rigueur en ce qui concerne son travail, très loyal dans le service public, et il est connu également pour être un homme très pieux. Il est d'une piété insondable et inégalable. Sa vie, c'est entre les mosquées et les bibliothèques. Vous ne rencontrerez pas un seul homme dans l'administration publique ou dans l'administration judiciaire au Mali qui vous dira que Sékou soit capable de faire ce qui est reproché. Cela est un fait. Pendant un bon moment, nous n'avons pas pris la parole, en tout cas en ce qui me concerne par rapport à Sékou, parce que la situation, elle est particulière. Son double statut de magistrat et son rôle de secrétaire général de la présidence m'imposaient un silence dans le cadre de ce dossier. Je vais vous dire pourquoi. Le secrétaire général de la présidence, avec rang de ministre, dans l'organigramme de la présidence, il a sous sa responsabilité, il a la responsabilité du moins administrative de la direction générale de la sécurité d'État. Mais cette direction générale de la sécurité d'État rend compte directement au président de la République. Le secrétaire général de la présidence, qui a sous son autorité administrative la DGSE, se fait interpeller par deux agents de la SE, même pas par le directeur, qui n'a même pas son rang d'abord sur le plan administratif. Deux simples agents de la SE viennent dans son bureau, l'interpellent et l'amènent quelque part. Quand ils amènent le secrétaire général de la présidence, ils le mettent dans une petite cellule de 1,50 m au carré, avec un seau pour les besoins remplis à moitié de besoins humains, quelques bidons awa remplis d'eau, on ne sait pas si c'est des urines ou si c'est de l'eau. On le séquestre après l'avoir déshabillé et fait changer de tenue de son bureau directement. Il n'a pas compris ce qui lui arrive. On le met dans cette promiscuité pendant un moment. Mais Sékou est un homme de foi. Il leur a simplement demandé une chose: je ne sais pas à quelle heure il est, mais laissez-moi la possibilité de rattraper les prières que j'ai pu manquer par-ci par-là. Parce que le matelas qui était dedans, il était crasseux et hyper mouillé. C'est là où on lui a permis de sortir, il a fait sa prière. Et lorsqu'il a disparu et qu'on l'a appris, le syndicat des magistrats a été alerté. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Et après, vers le soir, il a pu rentrer à la maison grâce à l'intervention de ses collègues syndicats des magistrats. Parce qu'un magistrat comme un avocat dans une démocratie, en tout cas les avocats sont les défenseurs des droits humains, et les magistrats rendent la justice au nom du peuple malien. C'est le point de dénouement de tous les conflits. Et les magistrats statuent sur tout, que ce soit les actes des autorités administratives, que ce soit des actes de la vie civile. Les magistrats, quand ils peuvent se faire enlever dans un pays comme ça, malgré le statut protecteur qui leur a été donné, je me dis que l'indépendance de la justice est en danger, parce qu'il va toujours trembler avant de rendre une décision, surtout lorsqu'un acte d'une autorité administrative est déféré par devant lui. Donc, conscients de cela, les magistrats ont compris que c'est une grave menace pour l'indépendance de la justice et pour l'état de droit pour les citoyens que nous sommes tous.
Nous, avocats également, pareil. Donc, il y a un premier problème dans ce dossier, c'est le fait qu'on bafoue les statuts protecteurs des acteurs de la justice. Si un magistrat a peur, il ne peut pas rendre de décision. Si un avocat a peur, il ne peut pas assurer une défense. Il ne peut même pas accompagner un client dans un commissariat au risque de se retrouver enfermé en même temps, au même moment que son client. Donc nous sommes très jaloux de ce statut protecteur. Ce n'est pas un privilège qu'on nous donne, mais c'est une garantie pour qu'on puisse défendre vos droits et qu'on puisse faire prévaloir l'état de droit. Cette garantie de protection statutaire du magistrat a été touchée et cela ne doit pas rester impuni. Cela ne doit pas rester impuni. Il s'agit des magistrats. Un magistrat n'est pas n'importe qui. Sur terre, le seul homme qui est habilité à rendre la justice dans notre système judiciaire organisé, ce sont les magistrats. Leur parole fait foi. On s'en tient à cela. Donc, cela est particulièrement grave pour qu'on le soulève à ce stade-là. Lorsque Sékou est rentré chez lui, le lendemain, le soir même, on s'est réunis, on a discuté pour savoir quelle serait la conduite à tenir. Un homme humble, Sékou nous a fait comprendre que lui, il souhaiterait être entendu pour laver son honneur, parce qu'il sait qu'il n'a rien fait dans cette affaire-là. Il était prévu qu'il passe l'après-midi, après on l'a appelé pour lui dire de passer le matin, sans problème. Il s'est levé, il a dit qu'il va partir avec le jeune qui l'accompagne. Arrivé à un feu, il y a des militaires qui sautent d'un véhicule, ils envahissent son véhicule et le conduisent en corps manu militaire. On va le faire asseoir pendant toute une demi-journée. Et le soir, l'affaire est ramenée au niveau de la biche et compte tenu du rang et de la fonction de Sékou, il n'a pas pu être entendu. Donc au jour d'aujourd'hui, Sékou n'a fait l'objet d'aucune audition. Il ne pouvait pas l'entendre, en tout cas dans ces conditions, il n'avait pas qualité à le faire. Donc il est rentré au nom de ses statuts protecteurs. Tous ces effets qui avaient été confisqués, c'est même pas mis sous scellé, lui ont été rendus, donc il est rentré à la maison. Et le lendemain, Sékou est allé au travail, à la présidence de la République de la transition. Je ne dirais même pas du Mali, de la transition. Sékou est allé au travail. Il a continué son travail avec son premier interlocuteur qui est le président de la transition. Et vous savez que cela peut paraître assez bizarre dans cette situation, que la DGSE qui rende compte directement au président de la République fasse enlever le secrétaire général qui est le collaborateur direct du président de la République et que ce même secrétaire général est ballotté pendant 48 heures, se retrouve dans le même arsenal institutionnel à accomplir sa mission. Ça interroge quand même. Est-ce que le président de la transition était au courant de l'enlèvement de Sékou Traoré? S'il n'était pas au courant, est-ce que ce dysfonctionnement doit arriver à ce niveau institutionnel en République du Mali sans que des mesures soient prises, sans que des rencontres soient organisées? Rien de tout cela. Sékou a continué à faire son travail. Donc, on se retrouve dans un chemin où celui qui est présenté comme étant le chef d'orchestre, parce que le cerveau présumé c'est Boubou, Sékou est le chef d'orchestre présumé pour déstabiliser des institutions qu'il sert encore, et les membres de son orchestre, c'est-à-dire les musiciens, eux, ils sont en détention. Vous voyez un peu tout le flou qu'il y a dans cette affaire. Le second problème que cela pose, c'est que ça pose un problème que je qualifierais même de dysfonctionnement institutionnel au niveau de la présidence de la transition. Cela ne peut pas arriver, cela ne doit pas arriver. On a non seulement humilié le secrétaire général, mais on a humilié la présidence et la fonction de secrétaire général de la présidence, qui n'est pas une petite fonction dans le cadre de notre organisation institutionnelle. Second aspect. Le troisième aspect maintenant qui est le plus ridicule, mais encore qui m'amène à voir les choses sous un autre angle, c'est que lorsque la SE a commencé à l'interroger, à le cuisiner plutôt, les questions qui lui ont été posées me paraissent d'une banalité qui explique à la limite pourquoi nous sommes toujours surpris par tout et partout. Si vraiment c'est comme ça que nos services d'investigation procèdent. Les premières questions qu'on lui pose, vous savez pourquoi vous êtes là? Évidemment non, je ne sais pas. Vous n'avez pas lu les journaux?
Il dit non, je n'ai pas lu les journaux. Sur les réseaux sociaux, on dit que vous êtes le chef d'orchestre d'une déstabilisation de la transition sous la direction de Boubou. Qu'en pensez-vous? Question d'opinion. Ce n'est même pas sur des faits, c'est une question d'opinion. Je peux penser que c'est une bonne chose, mais cela ne veut pas dire que je l'ai fait. Qu'en pensez-vous? Je n'en sais rien. Réponse simple. Autre question, comment vous avez fait pour avoir ce poste de secrétaire général à la présidence? Quels sont vos liens avec Kamisa? Kamisa, au passage, c'était la secrétaire générale de la présidence qui avait été nommée une semaine avant le coup d'État. Il a expliqué comment il est venu comme adjoint au secrétaire général de la présidence. On lui demande pourquoi vous avez imposé au ministre de l'économie et des finances le maintien de Vital au poste de DG de PMU Mali. Le secrétaire général aurait imposé à Vital de maintenir, enfin, le ministre des Finances de maintenir Vital à son poste de directeur de PMU Mali. Je n'ai aucun pouvoir pour imposer à un ministre le maintien d'un directeur d'une société ou d'un EPA. Cela ne relève pas de mes attributions. Chaque ministre gère son département et les services qui sont rattachés. Troisième question, on lui demande, est-ce que vous êtes musulman pratiquant? Oui. Musulman pratiquant? Oui. Est-ce que vous avez des guides spirituels? Vous voyez l'origine des sacrifices? Il dit oui, j'ai des guides spirituels. J'ai mon oncle Lassana Kane, j'ai Soumaré ici, Ouaïchou Kunta, parce que Sékou, c'est un homme, il en connaît tellement, il a cité toute une liste de personnes qui, sur le plan spirituel, sont des références pour lui. Il donne cette liste-là, nous en avons terminé. Est-ce que, il y a d'autres questions, est-ce que vous êtes en lien avec Boubou? Non, je ne suis pas en lien avec Boubou, je l'ai vu une fois après sa détention. Et de l'autre côté, maintenant, est-ce que vous avez des liens avec d'autres de ses parents? Il dit oui, je connais son grand frère, qui est un bon grand frère, et puis c'est tout. Nous en avons terminé. Voilà toutes les questions que la sécurité d'État a posées au cerveau présumé d'une tentative de déstabilisation de l'État du Mali. Voilà toutes les questions. Rien d'autre. Il n'y a pas d'audio. Il n'y a pas de document écrit. Il n'y a pas de témoignage. Il n'y a pas d'aveu par rapport à une quelconque déstabilisation. Il n'y a pas d'armes non plus. Il n'y a que des questions et des affirmations. Ça, c'est les renseignements généraux du Mali. Voilà ce que les renseignements généraux financés à coût de milliards ont pu réunir comme éléments dans le cadre de la déstabilisation de la transition. Voilà tous les éléments qu'il y a. Que des questions et des affirmations. Donc, c'est vous dire simplement que dans cette affaire, le véritable fond du problème, c'est la position institutionnelle de Sékou. On a parlé ici d'organisation des élections par la transition. Tout le monde pense à des élections transparentes et crédibles. Et je pense que le fait de soupçonner des personnes d'avoir un destin présidentiel par ceux qui sont en charge d'organiser des élections crédibles, au sortir de tout ce qu'on vient de connaître, pose vraiment des questions. Quelles sont les intentions cachées par rapport à ces élections à venir? Parce que la question des élections est au centre. Parce que tout ce qu'on reproche à Boubou, c'est de vouloir déstabiliser les institutions parce qu'il a un destin présidentiel. Et Boubou ne peut être président qu'à partir des élections. Ils savent que Boubou ne peut pas avoir des armes. Ils n'ont pas d'armée. Est-ce qu'avoir un destin présidentiel pour des élections futures est une infraction? Boubou est un candidat potentiel comme tout Malien. Si on commence déjà à soupçonner ceux qui veulent être président de la République de vouloir déstabiliser les institutions, et vous venez nous dire en même temps qu'on doit organiser des élections crédibles et transparentes, je pense qu'on peut se poser des questions. On peut se poser des questions. Le lien entre Sékou et Boubou, c'est que Sékou a une position administrative centrale au niveau de la présidence. Sékou a collaboré avec Boubou dans le temps. Donc si Boubou a des ambitions présidentielles, Sékou peut, selon leur imagination, de par sa position, influencer les choses à la faveur de Boubou. Voilà les imaginations sur la base desquelles Sékou se trouve impliqué dans cette affaire-là. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le faire bouger. Il faut l'enlever. Sur le plan professionnel, irréprochable.
Sur le plan moral, irréprochable. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On monte un film, un scénario, et puis maintenant, on balance ça. On intimide. Juste pour avoir le poste de Sékou. Et avoir une mainmise peut-être sur des choses que nous n'imaginons même pas. Mais en ce qui nous concerne, Sékou m'a dit, il rassure l'opinion publique et internationale, que ce poste, en réalité, est différent de sa carrière. Il n'y a pas un magistrat de son âge qui a une expérience administrative aussi accomplie que lui. Partout où il est passé, il a servi avec loyauté. Il a servi avec dignité. Et beaucoup d'entre vous ne le connaissent même pas parce que c'est un homme de l'ombre. Badaou ne le connaît ni d'Adam ni d'Ève. Les personnes qui sont au pouvoir aujourd'hui ne le connaissent pas. Il a pris fonction pendant qu'il y avait le désordre. Kamisa n'était pas là. Et après quelques jours, on a compris que lui, il maîtrise ce travail, il le connaît bien, on le confirme. Voilà comment Sékou s'est retrouvé secrétaire général de la présidence. Il n'a pas candidaté, il n'a pas cherché comme ça se fait d'habitude. Et beaucoup de personnes veulent ce poste-là, et je pense qu'ils l'auront. En tout cas, ce que nous souhaitons, c'est laver l'honneur et la dignité de Sékou dans cette affaire. Laver l'honneur et la dignité des autres personnes qui sont détenues sur la base de ces indices, qui ne sont ni graves, ni concordants, mais privés de liberté. Mais privés de liberté sur de simples affirmations. Pas d'éléments de preuve, pas d'aveu, pas de pièces à conviction, que des questions. Ce dossier est une compilation de questions et d'affirmations. Les viandes sacrificielles, leur introduction au palais. En tout cas, moi j'espère qu'ils ont la viande sous scellé ou quelque chose comme ça. Parce que quand on parle de viande sacrificielle, on n'a même pas dit de viande, on a mis viande au pluriel, ça veut dire qu'il y a beaucoup de types de viande. Donc quelqu'un a eu le temps de savoir que ça c'est la viande de coq, ça c'est la viande de canard, ça c'est la viande de mouton, ça c'est la viande de cheval. Donc si c'est des viandes, quelqu'un a dû faire une expertise et nous demandons à ce qu'on nous produise ces viandes qui seraient sous scellé. Et le marabout puissant, un marabout puissant, on a qualifié le marabout puissant. C'est important. Voyez un peu là où on est, il a consulté un marabout puissant. Il a amené des viandes, pas une viande, des viandes. Donc nous demandons à ce qu'on nous amène ces viandes et qu'on nous montre les scellés et qui a en tout cas pris ces viandes entre les mains de Sékou ou qui l'a vu introduire ces viandes dans le palais. En ce qui concerne ces liens avec Razbat au niveau de la presse, beaucoup d'entre vous me connaissent parce que je faisais partie du collectif des avocats qui ont défendu Razbat pendant longtemps. Et je suis le lien entre Sékou et Razbat, ils ne se sont jamais vus. Je suis l'avocat des deux. Sékou et Razbat ne se sont jamais vus. Chaque fois que Razbat, c'est comme ça, on est amis, il tape sur Sékou, c'est moi qui l'appelle. Et il n'a pas commencé aujourd'hui. Il a eu des émissions très dures sur Sékou dans le temps. La dernière fois où Razbat a parlé de Sékou dans une de ses émissions, c'est lorsqu'il reprochait à Sékou le fait d'avoir laissé passer le décret de désignation, de nomination des membres du CNT, parce qu'on avait 3 ou 4 décrets qui circulaient sans forme ni rien. Il a dit Sékou de son rang de magistrat, comment il peut laisser ce décret passer à la présidence. J'ai appelé Razbat, j'ai dit non Razbat, tu te trompes, parce que l'organisation de la présidence, c'est que en matière administrative, les décrets de la présidence sont des décrets qui portent sur l'organisation, les nominations à l'intérieur de la présidence. Mais les décrets de désignation des membres du CNT ou de nomination, ça relève du secrétariat général du gouvernement. Donc ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas parce que le président a signé, tous les décrets signés par le président de la République ne sont pas des décrets de la présidence, mais le secrétariat général qui prépare. Il y a certains que la présidence prépare. Donc je lui ai dit qu'il y a nuance à ce niveau. Il dit que ça, il ne le savait pas. Donc on est passé. Il n'a jamais rencontré Sékou. Je mange avec Razbat, je mange avec Sékou. Les deux sont mes amis. Ils ne se sont jamais rencontrés. On dit que Sékou aurait transmis les confidences du président à Razbat. Mais qui connaît les confidences du président? Qui connaît les confidences du président? Parce que les mots ont un sens. Si vous dites qu'il a transmis les confidences, c'est que le président vous a mis dans ses confidences. Et si c'est le cas, quelles sont ces confidences qui ont été transmises à Razbat? C'est ça le fond de la question. Il ne suffit pas d'affirmer. On est en matière judiciaire, c'est une question de dignité et de liberté. Quelles sont les confidences?
Et à qui ces confidences ont été confiées? Ou bien c'est Badao qui a dit à la DGSE que Rasbat a transmis, a transmis à Rasbat mes confidences. Si c'est le cas, que ça ressorte du dossier, qu'on amène des éléments de preuve. Il n'y a pas de preuve dans cette affaire-là. Les mentions qui sont faites dans des privés, tout ce qui a été réuni par la DGSE financé à coût de milliards, c'est l'émission Rasbat qui est sur les réseaux sociaux, au cours de laquelle il a parlé de l'attitude du président de la République lors de son passage comment on appelle ça, en Côte d'Ivoire. Il y a la voiture dans laquelle M. Diop a été enlevé, il y a 2 clés de Prado, et voilà, c'est des choses comme ça. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a absolument rien, aucun élément. Donc moi je vous dis simplement, pour ne pas trop abuser de la parole, que cette affaire, nous faisons face à une situation où notre justice a vraiment du pain sur la planche. Et nous demandons à la justice de rendre au Mali sa dignité, de rendre au Mali sa fierté. Parce que la transition, elle est conjoncturelle, elle est passagère, mais la justice, elle est pérenne. Et la justice est tenue par des magistrats qui ont prêté un serment. Et leur sort, ici sur terre, comme dans l'au-delà pour les croyants, est différent du sort des autres. Donc tout ce que nous demandons, c'est que la vérité soit et que nos clients soient relaxés, en tout cas de cette poursuite qui n'a aucun fondement, ni légal, ni objectif. Je vous remercie. Tu veux parler? Oui, vas-y. Merci, monsieur le bâtonnier. Maître Mamadou Traoré, avocat inscrit au barreau du Mali. Dans cette affaire, j'occupe aux côtés de certains de mes confrères, Souleymane Kansaï et Sebou Traoré, et Youssouf Batili d'Irasbach. Je pense que tout a été dit par le bâtonnier et mes excellents confrères qui m'ont précédé ici. Mais j'aimerais en tout cas m'entretenir avec vous sur le cas particulier de Souleymane Kansaï et de Youssouf. Par rapport à Souleymane, il a été accusé de complot visant à déstabiliser les institutions de la République, donc un coup d'État. Concrètement, qu'est-ce qu'on lui reproche qu'on fait? On dit qu'il a financé l'AEM et l'UNTM pour que ces organisations puissent, en tout cas de par leur comportement, créer des troubles au niveau de la nation pour que, en fait, les auteurs du coup d'État puissent profiter de ces troubles-là. Eh bien, le montant qu'il aurait remis à ces organisations a été évalué à 200 millions. On n'a pas dit qu'il a même cofinancé, mais qu'il a financé. Eh bien, cet argent n'a pas été, comme le bâtonnier l'a dit, en tout cas précisé, on n'a pas précisé où, quand et comment cet argent a été remis à ces gens. Aucune précision. Et Souleymane estime qu'il n'a remis aucun fonds à qui que ce soit. Donc il n'y a aucune preuve par rapport à l'existence même de ces fonds, à plus forte raison leur remise. Deuxièmement, on dit qu'il a adapté des attitudes faisant en sorte que les recettes de la nation puissent être baissées. Comme ça, cela sera de nature à créer une situation de trouble. Eh bien, à ce niveau également, il est à un niveau pratiquement de la hiérarchie de l'administration qui fait qu'il ne peut pas descendre, en tout cas au niveau des commerçants ou bien des contribuables, pour leur demander de ne pas payer leurs impôts. Ce n'est pas possible.
il y a les chefs de division, il y a les chefs de service, il y a d'autres agents qui sont là. Donc aucune preuve à ce niveau également. Et troisièmement, on lui a accusé d'avoir tenu des réunions secrètes. Et il n'a tenu aucune réunion avec qui que ce soit. D'ailleurs, il ne connaît personne de ces gens. Il n'a connu que Boubou et Mahamadou Kone, avec lesquels il a eu des réunions professionnelles par rapport à la programmation du budget au niveau de la trésorerie. Voilà tout. Donc aucune preuve. Par rapport à Razbach, je ne reviendrai pas sur ce qui a été dit. À ce niveau également, on dit qu'il participe à un complot visant à déstabiliser et qu'il a tenu des réunions. Il n'a tenu aucune réunion. Il ne connaît aucun de ces gens. Deuxièmement, il y a une autre infraction qu'on reproche à Razbach. On dit qu'il a offensé le chef de l'État. L'offense du chef de l'État, comme on le sait, est un délit de presse. C'est un délit de presse. Et à ce niveau, pour que l'action publique soit engagée, il faut une plainte de la partie concernée. C'est-à-dire une plainte de Badaou dans ce cas. C'est l'article 56 de la loi qui le dit. Et en ce moment également, à ce niveau, eh bien, les poursuites se font dans un certain ordre. Il y a le directeur de l'organe qui est poursuivi et l'auteur est poursuivi comme complice. À ce niveau, le directeur n'a jamais été poursuivi et Razbach comparaît comme auteur principal, c'est qu'il y a une violation de la loi. Vous voyez, donc à ce niveau également, il n'y a rien à reprocher à Razbach pour en tout cas faire en sorte que la justice puisse le déposer à la maison d'arrêt pour complot ou pour offense au chef de l'État. Donc, comme mes prédécesseurs ont eu à le dire, ce dossier est vide. Est vide, eh bien, de façon déconcertante. Il est vide. Donc, moi, je pense franchement qu'on doit faire attention et la presse doit, en tout cas, nous aider à faire établir la vérité dans cette histoire, en informant l'opinion nationale et internationale de ce qui se passe. Voilà, c'est ce que j'avais à ajouter. Merci. Bon, mesdames et messieurs de la presse démocratique, je crois que vous avez bien compris que personne n'est à l'abri. Et je suis le premier à en témoigner. En 2012, j'ai été arrêté par la même sécurité d'État qui me reprochait d'avoir financé les bérets rouges. Et le seul élément qu'ils avaient, c'est qu'on ne parlait que de moi. J'ai été interrogé pendant 6 heures de temps. On me reprochait d'avoir financé des bérets rouges que je n'ai jamais rencontrés, que je ne connaissais pas. Je n'ai jamais possédé d'armes. Ils n'ont jamais trouvé aucun élément de financement à mon niveau dans ce sens. C'est peut-être pourquoi je suis allergique à la sécurité d'État, je n'en sais rien. Mais je vais vous dire, en mars dernier, alors que je me trouvais en confinement à Paris, j'ai appris sur les réseaux sociaux que le professeur Clément Dambélé, que vous connaissez, que moi je ne connais pas, je ne l'ai jamais vu à ce jour, avait été arrêté par la sécurité d'État. C'était au mois de mars dernier. J'ai pris mon téléphone, j'ai appelé le Premier ministre Boubou Cissé. J'ai dit, Monsieur le Premier ministre, c'est inadmissible d'arrêter les gens dans une démocratie par la sécurité d'État pour des délits de presse. Il m'a dit, non, c'est pas moi, la sécurité d'État ne relève pas de moi. J'ai dit, mais Monsieur le Premier ministre, dites au président de la République que c'est inadmissible. 2 jours après, j'ai appris que Razbach a été déféré au procureur. C'est ce que j'avais dit au Premier ministre. Les délits de presse sont maintenant punis par une loi ordinaire, la cybercriminalité. Demandez au procureur s'il y a des choses contre lui, qu'on le poursuive, mais pas la sécurité d'État. Je l'ai fait ça en mars dernier. Je ne connaissais pas et je ne connais pas Clément Dambélé, à part que je vois quelques interviews de lui dans les réseaux sociaux.
Alors ce sont donc pour des principes qu'on se bat, monsieur, pour des libertés fondamentales qui sont garanties à tous les citoyens du Mali. C'est ça qui est en cause aujourd'hui, comme l'a dit Marcel. Au-delà de la personne de X ou de Y, ce sont nos libertés qui sont en jeu. Et tout le monde demain peut être victime de cela. Ces manigances-là, tout le monde peut en être victime. J'en ai été victime. Et j'aurais pu, dans ce dossier, et j'aurai l'occasion d'en parler une autre fois, j'aurais pu en être victime, même dans ce dossier, compte tenu des rapports que j'ai eus avec le Premier ministre Boubou Cissé, dont j'ai été le ministre de la Justice. Et je suis fier de l'avoir été. Je suis fier de ce que j'ai fait en tant que ministre de la Justice de Boubou Cissé. Mais je n'ai jamais été dans un complot contre lui. Je ne le connaissais pas comme un homme de complot, sinon je n'aurais jamais composé avec lui. Si à sa sortie de prison, je l'avais rencontré 2-3 fois, j'aurais été devant le juge et non pas devant vous. Donc voilà, c'est ça le problème. C'est donc des questions très très graves qui sont en cause. C'est la démocratie qui est en cause. Ce sont les droits de l'homme qui sont en cause. C'est les droits de la défense qui sont en cause. Aujourd'hui, vous avez 5 chefs de famille, des jeunes brillants, qui ont fait des études brillantes, qui occupaient des postes de responsabilité extraordinaires, exceptionnels pour leur âge, qui se trouvent croupis en prison pour rien. Et je rappelle, mes confrères vous le diront aussi, que le principe, c'est la liberté, ce n'est pas la détention. En matière pénale, le principe, c'est la liberté. Ce n'est pas la détention. Dans un dossier pareil, on aurait dû les laisser en liberté, sous contrôle judiciaire, jusqu'à preuve du contraire. Faire les enquêtes. Il n'y a eu aucune enquête préliminaire dans ce dossier. Il y a eu des dénonciations calomnieuses, il y a eu des dénonciations à la sécurité d'État qui a fait un abus, qui a arrêté, séquestré des gens pendant des jours sans que personne n'ait eu accès à eux et a ensuite transmis un dossier auquel nous n'avons jamais eu accès. Aucun avocat n'a accès à la sécurité d'État. Et c'est ce qu'on m'avait dit quand j'ai été arrêté moi en 2012, quand j'ai voulu appeler à la fin de l'interrogatoire le bâtonnier et le président de l'Assemblée nationale, parce que j'étais à l'époque vice-président de l'Assemblée, il m'a été dit non, c'est comme en France, vous n'avez pas droit à ça. J'ai dit, monsieur, parlez de ce que vous savez. C'est peut-être la France de Vichy, mais la France que moi je connais, on n'arrête pas un avocat vice-président de l'Assemblée nationale pour des peccadilles et lui interdire toute communication. C'est pas vrai. Ça, c'est pas la France, monsieur. Parlez de ce que vous connaissez. Voilà. Et ça ne doit pas être le Mali. Le Mali démocratique pour lequel des milliers de gens ont donné leur vie, leur liberté, leur temps, tout ce qu'ils avaient de cher pour que vous puissiez, vous, avoir cette liberté de presse-là. Vous avez des milliers de radios, de journaux, de télévisions, on s'en réjouit. Mais il y a des gens qui sont morts pour ça. Et aujourd'hui, on veut interdire à des gens d'exercer cette liberté-là qui est dans notre Constitution. Cette Constitution-là, j'ai l'habitude de le dire, elle a été écrite avec le sang des martyrs. Nul n'a le droit de fouler aux pieds les principes qui sont et les libertés qui sont garanties par cette Constitution. Voilà l'enjeu, mesdames et messieurs, nous sommes à votre disposition pour répondre à vos questions. Merci. Je crois que nous allons procéder à une visite. On prend 5 personnes, après 5 autres personnes, pour donner le temps quand même aux avocats d'aller travailler. Et si vous êtes oui, j'arrive, je viens. Qu'est-ce que là? Hein? Si c'est canal déchiré. C'est lequel? Canal déchiré. C'est une belle conférence de presse. C'était bien, oui, Hein? je pense. Canal déchiré. Hein? Non, mais je dis par la couverture journalistique aussi. Ils font tout ça. Même l'RTM est là, ils veulent nous faire le RTM. Ah oui? Je préfère que ça soit toi. Non, c'est toi. Et c'est toi le régional de l'État. Je fais remarquer, c'est toi le régional de l'État.
Oui, allez-y là. Il faut qu'on soit précis et concis. Merci. Togo, Zuma Léobon. C'est des questions. Mettre vos clients des citoyens innocents complices en prison. Jusqu'à quand on peut compter sur vous pour leur liberté? Je pense que ceux qui sont à la tête du pays aujourd'hui sont venus par un coup d'État. Alors, aujourd'hui, nous soutenons les citoyens et on les arrête, on les jette en prison. Que pensez-vous de ceux qui sont au pouvoir, dont les dossiers n'ont pas été ouverts? Merci. Oui. Ok, merci. On va prendre les 5 questions, on va répondre à ça, après on ouvre l'autre. Oui. Voilà, merci à Mme Touré, journal Lumière Info. Maître, ma première question est de savoir tout ce que vous précisément, docteur Bouboussi, actuellement. Il était incarcéré comme les autres gagnants. Nous avons appris, selon certains, quand même, aussi information qu'il est dans une ambassade de la France, précisément l'ambassade de la France. C'est vrai ou pas? Dernière question est de savoir est-ce que vous, si c'est avait réellement l'agenda d'être candidat aux élections à venir? Je vous remercie. Merci. Beaucoup. Mes questions s'adressent à tous les conseils présents sur la table. La première question, je voulais savoir, si vous la première question, je voulais savoir, est-ce que le procureur a violé la loi en ordonnant l'ouverture d'une information judiciaire? 2. Dans son réquisitoire, le procureur se base sur les termes de domiciliation. Vous parlez de preuves, lui parle d'indices. 3. Je voulais savoir quelle pièce de procédure on vous a communiqué. Le procureur, merci. Je suis vous êtes l'État. Le prétoire. Bonsoir, cher avocat. Les 3 questions s'adressent particulièrement à notre sympathie. Je voudrais savoir, est-ce que, lors de son séjour au Mali, il a rencontré physiquement son client ici? Ça, c'est la première question. La deuxième question, est-ce que le fait d'abandonner son domicile pendant qu'on est poursuivi par la justice et on trouve refuge dans un endroit demi-discret peut être qualifié de fuite? Donc, la troisième question, dans un communiqué récemment publié par le procureur général, il a cité nouvellement le nom de Bouboussi. Moi, je voulais savoir quelle est la valeur juridique vraiment de ce communiqué. Est-ce que, en termes clairs, ce communiqué vaut, n'est-ce pas, citation? Qui ça? J'ai pas de Communiqué du procureur? Communiqué du procureur? Communiqué de qui? Le communiqué du procureur, qui a cité nouvellement Bouboussi. Oui. Est-ce que ça vaut citation? La dernière question, c'est que vous êtes ces derniers temps, comment dire, l'existence d'une demande de liberté provisoire pour les détenus. Où est-ce que nous en sommes? Merci beaucoup. Merci. Monsieur Cissé, canal déchaîné. Bonjour tout le monde. Moi j'ai une seule question à adresser aux avocats. C'est pourquoi est-ce que Bouboussi ne se présente pas devant le procureur? Merci. Ok, c'est bon? Oui. On va commencer par répondre à cette question. Boubou n'a jamais été convoqué par le procureur.
Il n'a jamais été convoqué par la gendarmerie. Il n'a jamais été convoqué par le juge d'instruction. Le 24 décembre, il y a une descente à son domicile de 6 agents armés et cagoulés qui ont fouillé son domicile en règle et violenté le personnel qui s'y trouvait. Est-ce que c'est une convocation, ça? Nous avons appelé à la sécurité d'État pour demander si c'est elle qui avait envoyé chercher Boubou. Ils ont répondu non. C'est pourquoi Boubou est en sécurité depuis. Ce n'est pas un sujet de plaisanterie. Il n'est pas dans une ambassade, il n'est pas dans une fuite. Il est en sécurité parce que sa vie est menacée. Sa vie est en danger, monsieur. Nous connaissons ces choses-là. Quand Soumaïla Cissé a été agressé en 2012, il a fait combien de mois d'hôpital à Paris? Après ça, moi j'ai été, après ces Soumaïla Cissé, ils sont venus chez moi à 3h du matin. 30 personnes, cagoulées, armées. C'est un commissaire de police qui m'a sauvé, qui m'a prévenu, qui m'a dit de quitter. Un commissaire honnête. S'il m'avait trouvé chez moi ce soir-là, je ne serais pas là. Si ces gens qui sont partis chercher Boubou l'avaient trouvé là, on aurait parlé autrement. On est dans quelle république là? On est dans quel pays? Et pendant ça, on ne fait pas de l'humour avec ça. Il serait en fuite, il serait dans une ambassade, il se cacherait. Non. Il est en sécurité pour sa vie. C'est tout. Est-il candidat? Quelqu'un a posé la question aux élections présidentielles. Ce serait un crime? Cela est un crime? Je ne peux pas vous le dire parce qu'il ne m'a pas confié son ambition présidentielle. S'il me l'avait confié, je l'aurais partagé avec lui. Je serais peut-être maintenant avec lui si je l'avais rencontré dans ce cadre-là. Et je pense que s'il avait cette ambition, s'il avait commencé une campagne présidentielle, je pense qu'il m'aurait associé à ça. Mais encore une fois, c'est son droit. Donc vraiment, arrêtons un peu. Jusqu'à quand la liberté pour nos clients qui croupissent en prison? Effectivement, la question est à poser. On l'a posée au juge d'instruction. Et ça répond à une autre question. Nous avons tous déposé une demande de mise en liberté qui a été rejetée le lendemain par le juge d'instruction. Il a rejeté, on a pris acte. J'ai demandé à mes jeunes confrères de ne pas relever appel. Mais nous allons nous présenter lundi chez le juge pour lui demander avec insistance qu'il engage les dossiers au fond, qu'il interroge au fond nos clients pour qu'on puisse présenter de nouvelles demandes de mise en liberté. Parce que en principe, on demande la liberté après l'audition au fond des inculpés. Et dans les affaires ordinaires. Mais ce n'est pas une affaire ordinaire. C'est une affaire dans laquelle le juge n'aurait jamais n'aurait jamais dû délivrer un mandat de dépôt. Jamais. Je le dis et je le redis avec force sous le contrôle de mes confrères, sous la force de l'expérience que j'ai. J'ai 41 ans de palais, je l'ai dit au juge. J'ai été secrétaire de la conférence du barreau de Paris avec Marcel Secaldi. Ça veut dire que j'ai passé 18 mois de ma carrière d'avocat à faire du droit pénal, à défendre des indigents. C'est ça la conférence. À défendre devant la cour d'assises, en commission d'office, des gens. Je l'ai fait en 83-84. C'est pas aujourd'hui. Je n'ai jamais vu dans des dossiers comme ça qu'on délivre le mandat de dépôt. Il n'y a aucun élément, aucun indice qui puisse laisser supposer qu'il y a eu un complot dans cette affaire-là. Au contraire, c'est un complot qui a contre ces cadres. C'est un complot contre le Premier ministre Boubou Cissé pour l'empêcher d'être candidat demain. C'est un complot contre des cadres dont on cherche la place. Ne vous étonnez pas demain de voir qu'on va les remplacer l'un après l'autre. Le PMI c'est intéressant, l'AGFO c'est intéressant, le trésorier du district c'est intéressant, le receveur c'est intéressant, le secrétaire général de la présidence n'en parlons pas. C'est hier seulement
on a abrogé son décret. Alors ceux qui cherchent la place l'auront, mais ils ne l'emporteront pas au paradis. Ceux qui font ces dénonciations calomnieuses, infamantes, odieuses, uniquement pour leurs intérêts personnels, uniquement pour avoir des places, eh bien ils répondront un jour devant Dieu. Je suis croyant, au-delà de l'avocat que je suis. Mais un juge, il applique la loi, il applique le droit. Et nous sommes des avocats, nous défendons les libertés fondamentales. Nous allons retourner voir le juge et lui demander d'entendre nos clients le plus rapidement possible. Et nous allons, à ce moment-là, il sera obligé de nous dire sur quel indice il se fonde. Sur quel autre élément que nous ne possédons pas, il se fonde. Quels sont ces indices graves et concordants de contrôle contre l'État? Ces réunions ont eu lieu où? Quand? Avec quel témoignage? Le projet, on dit, il est mûri et réfléchi. On n'a aucun élément de ce plan. Même du temps du CMLN, Comité militaire de libération, ces genres de choses n'existaient pas. Moi, j'ai connu ça quand j'étais étudiant. Quand j'étais étudiant, en 74-75, on a vu les arrestations qui ont été faites à l'époque des Kadari Bamba. Et on leur reprochait d'avoir fait des tracts, d'avoir essayé de renverser l'État. Mais au moins, il y avait un tract, il y avait un projet. Mais là, rien. On vous parle d'un projet mûri, réfléchi, discuté, mais on n'a pas le projet. Quel est le contenu de cette déstabilisation? Un marabout puissant, c'est pas un marabout qu'on fait un coup d'État. Mais vous seriez tous, je serai président de la République demain. Par un marabout. Mais c'est ridicule. Marcel l'a dit, c'est ridicule, mais je cherche un autre mot. Trouvez-moi un autre mot dans cette belle langue de Molière qui soit plus fort que ridicule. C'est dément. C'est dément. C'est absurde, c'est dément. On va reprendre l'expression de Francis Spinner. C'est abracadabrantesque. Ça, c'est plutôt de Chirac, ça. Non, mais elle est attribuée à Francis Spinner. Alors donc, ceux qui sont arrivés au pouvoir par un coup d'État, posez la question à Mohamed Ali Badji. Bon, où se trouve est-il candidat? Je crois que j'ai répondu. Le procureur a-t-il violé la loi en demandant l'ouverture d'une information? Non, c'est son droit. C'est son droit de demander l'ouverture d'une information. Seulement, ce qu'on lui reproche, ce qu'on lui reproche au procureur, c'est de s'être laissé instrumentaliser par la sécurité de l'État. Il n'a pas ordonné une enquête préliminaire, le procureur. Il a demandé à la gendarmerie d'aller chercher un dossier à la sécurité d'État dont nous n'avons jamais eu connaissance. Et c'est sur la base de ce dossier que des questions ont été posées par les gendarmes qui leur ont envoyé les procès-verbaux d'audition de nos différents clients. Et c'est sur cette base-là qu'il a demandé l'ouverture d'une information. Les gendarmes n'ont fait aucune enquête, ils n'ont entendu aucun témoin, ils n'ont procédé à aucune vérification. En 48 heures, ils les ont auditionnés, ils les ont transférés devant le procureur. Point. Et le procureur, il n'a pas requis mandat de dépôt. Il nous l'a dit, il a requis de manière générale tout mandat. Mais il n'a pas requis de mandat particulièrement contre chacun des 5 qui sont aujourd'hui en détention. Donc il a fait son travail de procureur. Nous sommes en train de faire notre travail d'avocat. Oui, la pièce qui nous a été communiquée, qu'est-ce qu'il y a dans le dossier à ce jour? C'est le rapport de réquisitoire introductif que vous avez. C'est pourquoi je vous ai dit nous sommes tous au même niveau d'information, parce que moi j'ai découvert ce rapport dans la presse, le réquisitoire introductif. Je n'avais pas été voir le dossier, c'est mon collaborateur qui a assisté à Guimoutal quand il a été entendu à la gendarmerie, et j'ai découvert le réquisitoire avant d'avoir moi-même accès au dossier. Je l'ai vu par les réseaux sociaux. Et il y a ensuite les procès-verbaux d'audition des clients par la gendarmerie. Il n'y a rien d'autre. Rien. Les questions, on a l'impression qu'elles sont posées ex nihilo. Mais en réalité,
elles sont fondées sur des dénonciations dont on ne connaît pas la teneur. Ces dénonciations ont été faites au niveau de la sécurité d'État qui a dû faire une note confidentielle que nous n'avons pas, qui ne sera jamais produite parce que c'est illégal, tout simplement. C'est illégal. Si demain nous avons une note quelconque de la sécurité d'État dans le dossier, nous allons saisir la cour de la CEDEAO si la justice malienne ne prend pas ses responsabilités. Parce que c'est une nullité absolue. Voilà la réalité. Maître Sekaldi a-t-il rencontré Boubou Cissé? Il va peut-être vous répondre. Mais ce sont ses rapports avec son client, je ne crois pas. Ils ont demandé si tu as rencontré Boubou Cissé depuis hier, depuis ton arrivée ici. Si vous voulez que je vous donne une information pour la communiquer à la sécurité d'État ou non? Ben, si la sécurité d'État fait correctement son travail, ce dont je doute. On ne t'entend pas, Marcel. Ah oui, bon. Mais si c'est bon, si je parle ici. Allô? Non? Non, mets-toi là. Bon, ici. Rapproche-toi là. Bon, je me rapproche. C'est un micro ici. Allez. T'assois pas sur le confrère, Non, je disais simplement, si la sécurité d'État fait bien son travail, elle sait que je n'ai pas rencontré l'ancien Premier ministre Boubou Cissé depuis mon arrivée, d'une part, et pour lui éviter, si vous voulez, de me suivre inutilement, il faut qu'elle sache que je ne le rencontrerai pas non plus avant mon départ qui est fixé dimanche soir. Ça lui évitera de perdre du temps et de mobiliser des agents. Voilà pourquoi je réponds à votre question. Alors si elle est plus précise, quid de la situation de M. Boubou Cissé? J'ai répondu. Non, le bâtonnier Tapo a répondu, donc c'est parfait. Voilà, je pense qu'on a répondu à toutes les questions. On prend une dernière série de questions. On prend une dernière série de 5 personnes. Boubacar Bokoum. On va parler de qui? Mais je peux plus. Hein? Tu as le réquisitoire. Tu as le réquisitoire. Donne-moi le réquisitoire. C'est bon? Oui. Ok, maintenant je crois que nous avons deux. Oui, on les écoute. Oui, oui. Oui. Bonjour, je suis Boubacar Bokoum. J'ai une seule question peut-être. La tête des HBAC, ce serait pour ce serait à son intégrité physique, violation de ses droits humains, etc. Qu'allez-vous faire cette l'intégrité physique de HBAC? Merci. Le conseil de Rasbat. Oui, ensuite. Oui. Voilà. Mohamed Salari. Bonjour tout le monde. Moi, c'est Mohamed Salari de la radio Nora FM. Merci à chacun de vous. Merci également à l'assistance. Par ailleurs, j'ai qu'une seule question. J'aimerais savoir, au-delà de ce déballage peu orthodoxe, voire construit que vous venez à peine de mettre au parfum, quelles seront les démarches à entreprendre dans les jours à venir à l'échelle nationale aussi bien qu'internationale? Je vous remercie. Quelle serait cette démarche? Je vois ça. Bon, Rasbat, tu veux répondre? Ah oui, vas-y. Marcel, voilà. Rasbat, c'est dit. Merci. On veut savoir si Rasbat a été victime, je parlerai ainsi,
de torture ou de violence, bien, je me suis entretenu avec lui et effectivement lors de sa détention au niveau de la sécurité d'État, non seulement il a subi vraiment des tortures morales, mais également des tortures physiques. Parce qu'on lui a fait faire des exercices incroyables et avec son état de santé qui est déjà défaillant. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, Rajbach est malade. Il a subi des opérations au niveau de ses genoux. Et avec pratiquement cette situation, si on le fait faire des exercices physiques, des pompes, au-delà pratiquement de 300, je pense franchement que c'est une atteinte à son intégrité physique. Et moralement, n'en parlons pas parce qu'on lui a présenté pratiquement des seaux d'eau, comme pour simuler pratiquement une sorte de noyade, question de le faire peur, en lui posant des questions bizarres. Mais il a tenu, en tout cas, à cette tentative de menace, il a tenu et il a répondu pratiquement à leurs questions. C'était des questions pratiquement ridicules, comme on a eu à le dire ici. Est-ce qu'il s'est réuni avec des gens? Est-ce qu'il les connaît? Etc. etc. Bon, il a répondu. Donc, parlant d'atteinte à son intégrité physique ou morale, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Vraiment. Il n'y a aucun doute. Merci. Oui. Oui, effectivement, ils l'ont rasé. Ils l'ont rasé en plus. La question, c'est que le CEDER a parlé de saisir les juridictions compétentes nationales et internationales. Pour le moment, est-ce que c'est vrai qu'ils sont coupables? On est en phase de spéculation. Pour le moment, ni l'État n'a de preuves, ni vous, les avocats, vous n'avez de preuves. Donc pour le moment, on est en phase de spéculation. Ce qui est concret, j'aimerais savoir s'ils ont rasé sa tête avant même de l'avoir dit pourquoi il est arrêté. Effectivement. Ça, pour CDR, c'est une atteinte à son intégrité physique, c'est la violation de ses droits. Qu'allez-vous faire de cela qui fait de porter atteinte à son intégrité? Mais on avisera. On avisera. On avisera. Sinon, ça, c'est une réalité. Non seulement il a été rasé, mais on lui a fait faire des pompes. Voilà. Merci, c'est bon. Merci. Bon, pour celui qui parle de déballage et de démarches peu orthodoxes, il n'y a eu aucun déballage ici. Je vous l'ai dit en introduction, nous avons les mêmes éléments que vous. C'est le réquisitoire introductif qui a été diffusé à l'international à souhait. Nous n'avons fait aucun déballage. Et notre démarche est plus que orthodoxe. Nous sommes des avocats face à une situation aussi grave où l'un de vos confrères est en cause, monsieur. C'est pour avoir s'être exprimé sur une radio qu'il a été interpellé. Alors si vous pensez qu'on ne doit pas parler de ça, que c'est peu orthodoxe, c'est un choix. Je laisse l'assumer. Mais nous pensons qu'il était de notre devoir de partager au-delà de votre personne à vous, de partager avec l'opinion internationale parce que vous n'êtes que des médias, des médiateurs, à travers vous partager avec l'opinion internationale et nationale ces faits, cette situation qui est inédite, et cette situation qui est peu orthodoxe et non pas l'inverse. Maintenant, ce que nous faisons comme avocats, nous l'avons déjà dit, nous avons déposé une demande de mise en liberté qui a été rejetée. Nous allons continuer auprès du juge à lui demander d'entendre les gens au fond, parce qu'aujourd'hui, si nous faisons appel, la chambre d'accusation pourra nous dire qu'il n'y a pas eu d'instruction au fond. Donc, retournez, attendez que le juge ait entendu vos clients. C'est pour cette raison que nous ne relevons pas appel.
Donc nous allons demander au juge dans un délai raisonnable d'entendre nos clients et nous allons déposer de nouvelles demandes de mise en liberté. Si on n'y fait pas droit, on exercera les voies de recours adéquates. S'il faut aller devant les juridictions internationales, nous irons. Voilà, monsieur. Je voudrais ajouter quelque chose sur le caractère peu orthodoxe. Moi, je ne peux pas accepter de tels propos peu orthodoxes. Ce qui n'est pas orthodoxe, c'est le réquisitoire du procureur de la République, et je vais vous en faire la démonstration. C'est le réquisitoire du procureur de la République. Qu'est-il reproché à Mamadou Koné, Vital Robert Diop, Souleymane Kassaï, Anibou Makital, Mohamed Batili, alias, etc., d'avoir à Bamako? Qu'est-ce qu'il est reproché spécialement à Rasbat? D'avoir à Bamako, en tout cas depuis moins de 10 ans, par discours tenu sur les ondes de la radio Renouveau FM, offensé la personne du chef de l'État. Endo, notamment en le traitant, c'est vrai, c'est pas gentil, de débile mental et de vieux souffrant de déficience mentale au regard de ses propos tenus en Côte d'Ivoire sur la grève des administrateurs civils. Eh bien, ces propos, c'est pas constitutif d'une atteinte à la sûreté de l'État. C'est l'offense au chef de l'État et rien d'autre. Par voie de presse, c'est un délit de presse. Pardon? Par voie de presse, comme l'a dit. Par voie de presse, la presse radiophonique, c'est un délit de presse. Par voie de presse. C'est pas la sûreté de l'État qui est compétente pour interroger Rasbat sur ses propos. C'est dans le cadre d'une enquête judiciaire qui est faite par un service de police judiciaire ou de gendarmerie. Alors c'est vrai que ces propos ne sont pas plaisants. Bien. Je comprends qu'il puisse avoir offensé le chef de l'État. Bien. Je vous citerai 2 anecdotes. En France, du temps de Mitterrand, il y avait le Bébête Chaud. Président de la République, il était présenté sous la forme d'une grenouille. On n'a jamais pensé poursuivre pour atteinte à la sûreté de l'État les représentants de l'émission. Dans la presse, François Mitterrand a été appelé « is no good », parce qu'on lui reprochait de beaucoup voyager à l'étranger. Vous savez, is no good, c'est un personnage, un fakir moyen-oriental d'une bande dessinée qui se promène avec un tapis volant. Bien. La bande dessinée Is No Good n'a jamais été, l'auteur de la bande dessinée n'a jamais été poursuivi pour tentative de coup d'État. Elle est plus près. Dans les guignols de l'info, le président Chirac était présenté dans le meilleur des cas comme un grand naïf qui croquait sa pomme, et dans le plus mauvais des cas comme un personnage un peu sot, un peu débile. Et les gens n'ont jamais été poursuivis pour atteinte à la sûreté de l'État. Bon, mais je comprends les propos tenus par Rasbat, s'ils sont exacts, sur les ondes d'une radio, sont désagréables pour la personne du chef de l'État. Pour autant, ils ne constituent pas l'infraction de coup d'État. C'est tout. Voilà ce que je voulais dire. Ouais. Puisqu'on nous interpelle sur le terrain de la religion en parlant d'orthodoxie, je voudrais rappeler quand même en amont le fait que lorsqu'on est détenu, ce qui est orthodoxe, c'est d'avoir accès à un dossier, à des pièces, de connaître l'étendue des accusations qui sont portées contre vous, premier élément. Et le deuxième élément, c'est d'avoir accès à un juge. Et ces 2 éléments-là, aujourd'hui, nous sont refusés. L'orthodoxie, elle n'est pas là, mais elle n'est pas de notre côté. Elle est du côté du procureur de la République et des organes de poursuite. Merci, cher confrère. Bon, il n'y a pas d'autres questions? Il n'y a pas d'autres questions. Pas d'autres questions? Pas d'autres questions. Maître, oui. Moi je suis président d'association. J'ai saisi l'occasion de vous présenter vraiment notre patron. Le français est subtil. Vous comprendrez aisément qu'il y a des jeunes qui sont en train de faire leur rentrée dans la presse. Ce n'est pas facile. Donc souvent, vous comprendrez qu'il y a souvent des errements. Ce n'est pas méchant.
Sinon, Maître Cabo, depuis 92, on a fait le mouvement démocratique ensemble. J'apprécie votre parcours et je sais que vous n'êtes pas un enfant de peur s'il s'agit de s'assumer. Donc il faut pardonner et vraiment nous retirons vraiment ce que le jeune frère a dit. Don't tact. Don't tact. Aucun problème. Donc vous avez le mot de fin pour clôturer vraiment cette conférence. Très bien. Chers amis, de la presse, encore une fois, merci de vous être déplacés massivement. Merci à mes confrères français d'avoir traversé la Méditerranée pour venir jusqu'ici, pour nous aider à faire une chose simple. En fait, c'est défendre les droits de la défense. Et comme je l'ai dit, personne n'est à l'abri de l'injustice. Ne pensez pas que ça arrive aux autres. Quand la vie d'un homme est en jeu, quand la liberté d'un homme est en jeu, quand son avenir est en jeu, il faut faire attention. On ne peut pas permettre, dans un État démocratique, que sur la base de soupçons, de dénonciations de vos amis, de vos meilleurs amis, on puisse venir vous chercher, vous mettre dans un cachot, vous éloigner de votre famille, de votre travail, de la société, parce que simplement certains veulent votre place. Ou simplement parce qu'on veut écarter certains du projet politique. Le Mali est à nous tous, c'est un bien commun. Ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, dites-vous que c'est vous que nous sommes en train de défendre. Rien d'autre. Nous n'avons aucun projet avec qui que ce soit, que cela soit clair. Nous sommes des avocats, nous sommes des sentinelles du droit, nous sommes des gens qui n'accepteront jamais, je le dis bien jamais, qu'on piétine les droits de la défense. Nous n'accepterons pas que les principes sacrés de la présomption d'innocence soient ainsi bafoués. C'est un principe constitutionnel. Les hommes et les femmes qui sont aujourd'hui... Les hommes, pardon, il n'y a pas de femmes là-dedans. C'est curieux d'ailleurs. Aucune femme n'est poursuivie. Aucun militaire d'ailleurs. On vous dit tentative de renverser par la force. C'est ça l'incrimination posée. Qui a la force parmi ces hommes-là? Qui? C'est Boubou Cissé? C'est Vital? C'est le frère de Boubou Agiboutal? Non. Donc ce sont des hommes qu'on essaye d'écarter de je ne sais quoi. Et nous ne pouvons pas accepter cela. Donc nous défendons nos clients. Nous ne faisons pas de déballage. Nous ne faisons pas nous ne nous écartons pas de l'orthodoxie de notre profession. Nous ne sommes pas des enfants. Nous sommes avec mes confrères de Paris. J'ai fait 10 ans au barreau de Paris, pour ne pas dire 40 ans, parce que quand je suis rentré, je suis retourné à Paris m'inscrire. Je n'ai jamais été pris à défaut de l'exercice de ma profession. Mes confrères ici, pareil. Donc on ne nous apprend pas à faire notre boulot. On le fait dans le respect de nos règles déontologiques. Je vous l'ai dit d'emblée, on ne viole pas le secret de l'information, encore que pour la défense des intérêts de nos clients, on ne puisse pas nous opposer cela. Nous parlons du réquisitoire qui a été publié dans la presse. Nous parlons des éléments qui ont été mis dans la presse avant même qu'on arrête les gens. Avant même l'arrestation des gens, on a déjà mis sur les réseaux sociaux ce qu'on leur reprochait. Qui était recherché? On le savait. Donc qui instrumentalise qui? Voilà les choses contre lesquelles tout le monde doit se révolter.
Et tout le monde peut être victime de ça. Je parle sérieusement. Je l'avais dit au capitaine Sanogo en 2012 que ce n'est pas moi qui vais le traduire devant la CPI. Parce qu'il m'a fait interpeller une fois pour ça. J'ai dit au contraire, mon capitaine, quand vous serez interpellé devant la CPI, c'est moi qui vous défendrai. Eh bien, l'histoire m'a donné raison. Quand le général Sanogo a été arrêté, il a fait appel à moi pour le défendre. Je me suis récusé. Alors attention, attention, attention. Ce que nous défendons, c'est le Mali. Au-delà de nos petites personnes, le Mali reste et restera. La constitution qui a été faite par les martyrs de 91, quoi qu'on fasse, elle restera. Elle fera l'objet de modifications nécessaires, mais elle restera. Les grands principes qui y sont défendus, on ne les a pas inventés. On n'a rien inventé du tout. Comme l'a dit Marcel, c'est dans les grandes conventions internationales qui ont toutes été ratifiées par le Mali. Donc au-delà de nos constitutions, nous sommes tenus par les grandes conventions qui garantissent les libertés fondamentales, la liberté de presse, la liberté d'aller et de venir, la liberté de se réunir, de faire de la politique. C'est un droit sacré constitutionnel. Voilà, monsieur, l'enjeu. C'est pour ça que nous avons tenu à échanger avec vous. Ce qui n'est pas habituel, justement, c'est que ce soit le procureur qui fasse des communiqués de presse. C'est ce qui n'est pas habituel. Ça a commencé par des communiqués du procureur auxquels nous avons répondu. Nous avons fait un communiqué quand le docteur Boubou, son domicile a été violé par des hommes armés cagoulés. Et ensuite, le procureur qui se fend d'un communiqué pour dire que Boubou est introuvable. On lui a répondu qu'il n'a jamais fait l'objet d'une recherche quelconque. Il n'a jamais été convoqué. Alors, qui respecte l'orthodoxie? Qui ne respecte pas? Nous, en tout cas, nous serons toujours près de notre déontologie. J'ai avisé depuis le début de cette affaire le bâtonnier. Je l'ai rappelé immédiatement dès que ces choses-là ont commencé. Et nos réunions, nous les faisons à l'ordre des avocats. Ce n'est pas des réunions clandestines. C'est des réunions qui sont ouvertes, qui sont faites à l'ordre des avocats. Hier, nous nous sommes tous réunis, les avocats de la défense, on était plus d'une dizaine. Et nous n'avons absolument rien à cacher. Voilà. Donc ce qu'on demande, c'est un traitement équitable, respectant les droits de l'homme, les droits de la défense, les règles élémentaires de tout procès équitable. Voilà, mesdames et messieurs, j'espère que vous saurez être les relais de ce discours, encore une fois, qui vous engage aussi, quelque part. Alors, au nom de mes confrères, je tiens à vous remercier, à vous dire que nous restons à votre disposition. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, on vous répondra dans la mesure du possible en respectant le secret de l'information. Parce que maintenant, le dossier est à l'information. Toute chose qui viendra après, que le juge va faire, nous ne pourrons pas vous en parler. Mais au-delà de ça, tout ce qui vous préoccupe comme violation des droits de nos clients, posez-nous des questions, on vous répondra. Merci et bon vendredi à tout le monde. Faites attention en allant dans les mosquées parce que vous pouvez être poursuivis.